Je vais faire une conférence sur la démocratie qui s'appelle « La démocratie en chantier ». Je vais évoquer toutes les pistes aujourd'hui concernant la démocratie participative éventuellement. Mais je commencerai par des considérations théoriques sur la définition de la démocratie. On verra que cette définition pose problème, on ne peut pas se contenter de dire la démocratie c'est la souveraineté du peuple, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. J'expliquerai pourquoi. Et après avoir montré pourquoi il y a une crise de la démocratie, une crise mondiale et une crise aussi propre à la France, je me demanderai avec vous si on vit en démocratie ou pas, puisque aujourd'hui on entend très souvent dire que en fait, la démocratie n'en est pas une, qu'on ne vit pas en démocratie, qu'on vit dans une espèce de monarchie républicaine, de république monarchique, d'oligarchie, etc., que la démocratie d'ailleurs est incompatible avec la mondialisation. Donc moi, j'expliquerai tout de même que je considère que nous vivons en démocratie, même si, bien sûr, je suis tout à fait d'accord pour dire que notre démocratie, elle est fragile et faillible et imparfaite, mais néanmoins, je maintiendrai fermement que nous vivons en démocratie. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu par ce temps épouvantable. Donc, je vais vous parler de la démocratie. On a intitulé la conférence « La démocratie en chantier ». J'ai envisagé de traiter 4 points. Tout d'abord, des idées inadéquates, ce que j'appelle des idées inadéquates sur la démocratie. Ensuite, je parlerai, donc dans cette première partie qui sera très théorique, je vous dirai ce qu'ont dit les philosophes et ce qu'il faut, et les problèmes théoriques posés par la définition de la démocratie. Ce sera la partie la plus longue, la première partie, et le reste aura trait à la crise actuelle de la démocratie dont on parle constamment dans tous les journaux. Donc, je vais vous parler des idées inadéquates ou fausses, ensuite la démocratie à bout de souffle, ensuite quelques pistes pour sauver la démocratie, et ensuite j'ai écrit la médiocratie, ça je pense tout le monde comprend, l'impouvoir c'est moins compréhensible, mais je vous expliquerai ce que c'est une notion du philosophe Claude Lefort. Alors je commence par les idées inadéquates, quelques idées inadéquates. Premièrement, quelques idées inadéquates ou fausses. Je vais partir d'idées vraies mais inadéquates. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Et puis, je vais aller des idées vraies aux idées les plus fausses, aux idées reçues les plus fausses. Donc, premièrement, les idées inadéquates, c'est-à-dire incomplètes. Soit des raccourcis, soit des contre-vérités. Alors, je vous explique tout d'abord ce que signifie l'expression inadéquate. Idée inadéquate, c'est une expression que l'on trouve chez Spinoza, chez le philosophe Spinoza, et qui veut dire, inadéquate, ça veut dire incomplète, ou encore qui ne rend pas compte complètement de la réalité. Alors, ce qui est très intéressant avec le concept d'idée inadéquate, c'est que c'est une affirmation peut-être vraie, mais partielle, parce qu'elle prétend rendre compte de la réalité alors qu'elle ne rend pas compte de la réalité, c'est-à-dire qu'elle est vraie mais elle est partiellement vraie, parce qu'on fait abstraction de toutes sortes de compléments, d'éléments complémentaires qui la rendraient peut-être vraie. Donc vous avez une idée qui est à la fois vraie et d'un certain point de vue fausse, parce qu'elle ne tient pas compte de tout ce dont on aurait besoin pour la compléter et pour qu'elle rende compte de la réalité. Je vous donne un exemple tout bête. Si je dis « aujourd'hui il pleut en France », c'est vrai, c'est une idée inadéquate. Il pleut en effet en France, en tout cas il pleut dans le Marais, me semble-t-il. Mais si vous interprétez ça comme « il pleut en France, il pleut partout en France », eh bien, ça devient faux. Donc, vous avez une idée qui est partiellement vraie et qui peut devenir fausse d'un autre point de vue. Alors, en ce qui concerne la démocratie, j'en ai listé 6 ou 7, je ne sais plus, des idées qui sont vraies ou partiellement vraies ou carrément fausses. Premièrement, première idée inadéquate, la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Alors, la démocratie, c'est la souveraineté populaire, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai, c'est tellement vrai que ça fait partie de notre Constitution, du titre 1 de notre Constitution.
son principe est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », article 2. Et article 3, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Dire que le peuple est souverain, cela peut vouloir dire qu'il est souverain en droit ou encore en droit. Quand on dit en droit par opposition en fait, ça veut dire en principe, par principe. Le peuple est souverain par principe. Il ne l'est pas nécessairement en fait, de fait. Il est souverain, oui, mais encore faut-il s'entendre sur ce que cela veut dire. Alors, je vais développer ici maintenant le point de vue de Rousseau. Rousseau dit « le peuple est souverain ». Ça veut dire le peuple est à la source du pouvoir, il est la seule source du pouvoir. Le peuple est souverain, mais il ne gouverne pas, dit Rousseau, dans Du contrat social. Alors, souverain, définition, qui détient le pouvoir suprême. Le problème, c'est que le mot souverain a plusieurs sens. Le peuple n'est pas souverain au sens où le roi ou l'empereur ou le prince est souverain dans un régime traditionnel. Le mot a changé de sens parce que le peuple n'est pas un sujet comme un roi ou un prince est un sujet. Souverain ne signifie pas ou ne signifie plus ce qu'il a signifié autrefois, à savoir la capacité de prendre des décisions sur tous les sujets sans limite aucune. Ça, c'était le roi ou l'empereur ou le despote. Capacité de prendre des décisions sur tous les sujets sans limite aucune. Maintenant, souverain signifie pouvoir de décider qui exprime la volonté supposée commune du peuple et qui s'exprime par la puissance législative. Donc, souverain a changé de sens. Le mot souverain a changé de sens. Donc notre Constitution dit le principe de la souveraineté du peuple, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors cette formulation pose problème. Cette formulation pose problème, voici pourquoi. De deux choses l'une. Ou bien le peuple exerce le pouvoir effectivement. C'est ce qui s'est passé en Grèce autrefois, où le peuple c'était les citoyens, c'est-à-dire 10% de la population, se réunissaient chaque jour sur la place publique pour discuter des lois et des décisions à prendre. Ça, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Eh bien, ça n'est pas possible, semble-t-il, aujourd'hui, lorsqu'on est 60 millions dans une nation, et surtout parce que, tout simplement, les gens travaillent. Autrefois, c'était les esclaves qui faisaient le travail, et donc les gens pouvaient se réunir pour discuter des lois et des décisions à prendre. Donc, ou bien, je disais ou bien, deuxième hypothèse, il exerce le pouvoir par ses représentants, par le biais de ses représentants. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, s'il l'exerce par ses représentants, ça veut dire qu'il ne l'exerce pas en fait. Alors, je rappelle ce que dit Rousseau à ce propos. Rousseau distingue souveraineté et gouvernement. Rousseau dit « Le peuple souverain ne gouverne pas. Le peuple souverain ne gouverne pas. » Pourquoi ? Parce que gouverner est une fonction d'exécution. J'appelle donc gouvernement ou suprême administration l'exercice légitime de la puissance exécutive, dit Rousseau. J'appelle donc gouvernement ou suprême administration l'exercice légitime de la puissance exécutive du contrat social, livre 3, chapitre 1er. J'appelle gouvernement ou suprême administration. Gouvernement, administration, pour Rousseau, c'est relativement secondaire. Donc pour Rousseau, le souverain fait les lois, seul le souverain fait les lois, c'est-à-dire au moins les ratifie, parce qu'il ne les élabore pas forcément en tant que peuple, c'est difficile d'élaborer les lois. Mais il faut un gouvernement. Il faut un gouvernement, c'est-à-dire, nous dit Rousseau, un agent propre qui mette en œuvre cette politique selon les directives de la volonté générale. Donc le peuple souverain ne gouverne pas. Le peuple souverain ne gouverne pas.
réciproquement, le gouvernement n'est pas souverain. Le gouvernement n'est pas souverain, c'est Rousseau, hein. C'est un corps intermédiaire, le gouvernement c'est un corps intermédiaire entre le peuple et le souverain. Et Rousseau écrit, à propos du gouvernement qui n'est pas souverain, il est chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté. Il n'est que le ministre du souverain. Le gouvernement n'est que le ministre du souverain. Le peuple est souverain mais ne gouverne pas. Le gouvernement gouverne mais n'est pas souverain. Alors, moyennant quoi, on peut dire que les principes proclamés de la démocratie, ce que j'ai dit au début, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, peuvent apparaître comme des fictions. C'est ce que dit Rousseau. Rousseau dit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Carrément. Hein. Carrément, vraiment... le peuple qui se donne des représentants n'est plus libre, nous dit Rousseau. Donc il condamne la démocratie représentative qui n'est pas véritablement une démocratie. Alors, qu'en est-il de l'égalité? Qu'en est-il des principes de la démocratie tels qu'on vient de les énoncer? Alors les principes sont des principes, ou encore ce qu'on pourrait appeler des idéaux régulateurs. Idéaux régulateurs, là c'est une notion qui vient du philosophe Kant et qui veut dire un objectif à atteindre qui oriente l'action, mais qui n'est pas réalisé tout de suite, immédiatement. Donc égalité, fraternité, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, je dirais que ce sont peut-être des idéaux régulateurs, mais pas des réalités effectives. On en parlera tout à l'heure, parce que je pense que ça peut donner lieu à de multiples objections, ce que je suis en train de dire. Mais moyennant quoi, je crois que là, vraiment, on met le doigt sur la difficulté de notre démocratie, moyennant quoi, on entend dire aujourd'hui, à longueur de temps, que nous ne vivons pas en démocratie. On entend cela répéter tout le temps, et je vais faire un sort à cette formule tout à l'heure. Nous ne vivons pas en démocratie puisque ce n'est pas vrai que le peuple gouverne, et puis il n'y a pas d'égalité, il y a énormément d'inégalités, évidemment j'en parlerai. Donc on ne vit pas en démocratie, entend-on dire, et par exemple le philosophe Maurice Duverger a dit il y a quelques années, nous vivons dans une aristocratie élective contrôlée par une étroite oligarchie financière. Ça me paraît une pas mauvaise définition du régime qui est le nôtre. Une aristocratie élective contrôlée par une étroite oligarchie financière. Vous savez ce que c'est, oligarchie? C'est le gouvernement d'un tout petit nombre. Ce qu'on appelle la démocratie, ce serait en fait une aristocratie élective contrôlée par une étroite oligarchie financière. Et donc, quand on dit que la France est une démocratie, bien, on se trompe, on n'est pas du tout en démocratie. Donc ça, on entend ça tout le temps. Donc moi, je contredirais cette idée en disant que nous vivons bien dans une démocratie, mais que la démocratie ne se réduit pas à l'idée du peuple souverain, comme je viens de l'esquisser, mais ce que je développerai plus tard. Oui, nous vivons en démocratie, je vais le dire surtout à la fin, mais la démocratie, ce n'est pas seulement le peuple souverain, parce que le peuple souverain, ça pose énormément de problèmes, comme on l'a vu avec Rousseau. La démocratie, c'est aussi l'expression pluraliste des opinions, la séparation des pouvoirs et bien d'autres choses, on le verra. Donc ça, c'était pour ma première idée inadéquate. Alors, idée vraie, évidemment, le peuple souverain, par principe, mais incomplète, disons. Alors maintenant, je vais me tourner vers une deuxième idée, qui celle-ci est vraie. Elle rend compte de la réalité, mais discutable. Voici cette deuxième idée. La démocratie, c'est la règle de la majorité. Donc là, cette fois, c'est pas contestable, ça fonctionne comme ça. C'est le fonctionnement réel de la démocratie cette fois-ci. La démocratie, c'est la règle de la majorité. En effet, en démocratie, les lois et les gouvernements sont approuvés par une majorité. Alors cette formulation est néanmoins très ambiguë, problématique. La question est, sur quoi cette règle, la règle de la majorité, se fonde-t-elle ? Majorité de qui, déjà? Majorité de qui? Quel est le corps électoral? Il est défini selon quelles règles? Quand il y a la moitié des gens qui s'abstiennent, ça fait juste la moitié des votants et pas la moitié du corps électoral.
Et dans quel contexte? Donc la démocratie, c'est la règle de la majorité. C'est insuffisant comme affirmation, disons, le moins qu'on puisse dire. Alors, notez tout d'abord que le règne de la majorité n'est autre que celui du plus fort. Ça, c'est Platon qui le dit dans son texte Gorgias. Il dit, au fond, pourquoi est-ce que la majorité impose sa volonté? La majorité impose sa volonté parce qu'elle est plus forte que la minorité. Or, ce que nous enseignons, nous les profs de philo, depuis un bail, c'est que la force ne fait pas le droit. Donc, ce n'est pas parce que la majorité est la plus forte qu'elle a forcément raison ou qu'elle dit ce qui est juste. Donc, peut-on vraiment se satisfaire de cette règle de la majorité? Alors, il y a des tas de gens qui se sont penchés là-dessus et qui se sont demandé quelles étaient les justifications de la règle de la majorité, à part la force. Vous voyez, on est les plus forts, on est les plus nombreux, on est les plus forts, donc on impose notre volonté. Alors, il y a deux types de réponses qui malheureusement sont contradictoires. Première réponse, il y a une justification rationnelle de cette règle de la majorité parce qu'on suppose que le bon sens étant la chose du monde la mieux partagée, comme le dit Descartes, la majorité a les meilleures chances de prendre la décision la meilleure. La décision prise par la majorité sera celle qui sera apparue comme la plus raisonnable au plus grand nombre. La bonne décision n'est pas celle qui fait l'unanimité parce qu'on n'obtient jamais l'unanimité, mais c'est celle qui est le plus proche de celle qui ferait l'unanimité et qui serait donc juste puisqu'elle ferait l'unanimité. Donc, justification rationnelle, la majorité a le plus de chances de prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision la plus juste. Il y a une autre réponse à la justification de la règle de la majorité, elle est tout autre. C'est une justification pragmatique qui dit ceci. Étant donné qu'il n'y a pas de bonne décision, aucune norme n'est objectivement la meilleure, parce que nous vivons dans des sociétés qui sont agnostiques, pluralistes, qui admettent ce qu'on appelle la guerre des dieux, c'est-à-dire qu'il y a multiples systèmes de référence, des convictions totalement incompatibles entre elles. Donc il n'y a pas de bonne décision, aucune norme n'est la meilleure, il y aura toujours des options divergentes et inconciliables, moyennant quoi la règle de la majorité est une convention pacificatrice. Une approximation de l'idéal démocratique qui serait celui du consensus introuvable, impossible. La règle de la majorité serait donc un pis-aller, mais qui doit être tempéré par toutes sortes de dispositions interdisant à la majorité de faire peser sur la minorité le poids de sa volonté et de sa domination. Une fois admis que la décision de la majorité n'est pas la plus juste ni la plus vraie, mais que c'est un pis-aller, une approximation. Alors, le philosophe Bernard Manin, qui est un prof de Sciences Po, je vais citer plusieurs fois, dit « La règle de la majorité n'est qu'une convention commode » et il reproche à l'abbé Sieyès, qui est un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'avoir opéré une sorte de tour de passe-passe en remplaçant l'unanimité par la majorité. Voici ce qu'écrit Bernard Manin. Bon, je vous lis toute la phrase et puis je vous en donnerai juste un petit bout. « La véritable source de la légitimité demeure donc l'unanimité. La volonté majoritaire n'est pas légitime par elle-même. Elle est légitimée parce qu'on décide de lui conférer tous les attributs de la volonté unanime. Le principe majoritaire est une simple nécessité de fait. Sans lien intelligible avec le principe de légitimité, il n'est qu'une convention commode. » Je vous donne, si vous voulez, ce petit bout de phrase. Le principe majoritaire est une simple nécessité de fait.
sans lien intelligible avec le principe de légitimité. Il n'est qu'une convention commode. Ce qui revient à dire que ce n'est pas parce que la majorité décide ceci ou cela que c'est vrai ou juste. Illustration. Alors, l'histoire regorge d'exemples de cas où la majorité a tort et où une minorité a raison. Sans aller chercher loin. Le professeur Pierre Guerlain, il est prof de civilisation américaine, a écrit un texte il y a quelques jours qui s'appelait « Guerre et déchéance, être minoritaire en démocratie ». Alors je vous livre ça qui est très très polémique, mais on en parlera tout à l'heure. Il dit actuellement, alors lui il prend parti contre la déchéance de nationalité qui est ou qui va être adoptée par le gouvernement. Et il dit 85% des Français sont pour la déchéance de nationalité, 74% sont pour la prolongation de l'état d'urgence. Ils ont tort. Ils ont tort, dit-il. Et lui, qui est contre, il dit qu'il a raison. Et on a entendu beaucoup de gens dire ça ces jours-ci, c'est-à-dire une poignée de gens qui disent qu'il ne faut pas admettre cette déchéance de nationalité, qu'il ne faut pas prolonger l'état d'urgence. Hier soir, à la télévision, j'entendais un journaliste, Jean Quatremer, qui disait ceci. Si on demandait aux Français aujourd'hui, voulez-vous empaler tous les terroristes, 100% des électeurs seraient d'accord. Alors, je ne sais pas, si c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, voici ce que dit Tocqueville. Alors là, pour le coup, je vous donne la citation. Mais la majorité elle-même n'est pas toute puissante. Au-dessus d'elle, dans le monde moral, se trouvent l'humanité, la justice et la raison. Dans le monde politique, les droits acquis, fermez les guillemets. Alors vous garderez bien ça dans votre tête parce que je suis sûre qu'on en parlera tout à l'heure. Comment décider ce qui est juste, etc., en ne tenant aucun cas de ce que pense la majorité, par exemple, des Français. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais la majorité elle-même n'est pas toute puissante. Au-dessus d'elle, dans le monde moral, se trouvent l'humanité, la justice et la raison. Dans le monde politique, les droits acquis. Fin de citation, Tocqueville de la démocratie en Amérique. Troisième idée problématique, la démocratie, c'est le suffrage universel. Alors la démocratie, troisième idée inadéquate, la démocratie, c'est le suffrage universel, et notamment l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors, premièrement, le suffrage universel n'est la garantie de rien du tout. Des pays qui sont dits démocratiques parce qu'ils pratiquent le suffrage universel ont pu adopter des comportements conduisant à opprimer gravement les minorités. Exemple, toujours citer les stérilisations contraintes qui ont eu lieu aux États-Unis et en Suède, entre autres dans les années 1930 à 1970, c'était pourtant des pays démocratiques, selon le critère suffrage universel. De plus, alors autre exemple toujours cité, en 1975 en France a été légalisé l'avortement, en 1980 a été abandonnée la peine de mort. Or, heureusement qu'on n'a pas consulté les Français, puisque les Français, s'il y avait eu un référendum, étaient pour la peine de mort et contre la légalisation de l'avortement. Bon, c'est juste pour vous dire que le suffrage universel n'est la garantie de rien du tout. Ensuite, le recours au référendum, c'est-à-dire à la consultation directe du peuple pour un projet de loi, peut servir à légitimer un pouvoir autoritaire. Les exemples fameux, c'est les plébiscites organisés par Napoléon III. Les électeurs ont tendance à se prononcer d'abord pour ou contre une personne, plutôt que de répondre à la question qui leur est posée. Ensuite, pour ce qui concerne plus particulièrement le président de la République élu au suffrage universel, l'élection du chef de l'État directement par le peuple se fait dans pas tellement de pays, en tout cas les plus notoires sont la France, la Pologne, la Russie ou encore le Chili.
Sinon, il y a d'autres pays dans lesquels on élit le chef de l'État au suffrage universel, mais celui-ci n'a qu'un rôle honorifique ou encore arbitral. Il s'agit de l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, le Portugal, la Pologne ou la Bulgarie. Bref, l'élection du président de la République au suffrage universel est le propre de la France. Enfin, la France est emblématique de ce système. Or, ce système présente de graves défauts. Pourquoi ce système présente de graves défauts? Donc là, il y a deux types d'arguments. D'une part, pour ce qui concerne la France. Les graves défauts du système français avaient déjà été soulignés en 1962, lorsque le général de Gaulle a fait adopter cette idée par référendum. Les voici ces défauts. Personnalisation du débat. Tentation plébiscitaire, risque de voter pour un homme ou contre plutôt que pour un projet. Donc là, je cite Thomas Legrand, un journaliste que j'ai lu ces jours-ci, qui dit ceci. Ces défauts sont amplifiés par la surpuissance médiatique aujourd'hui. Vous savez, cette obsession de qui va se présenter en 2017. Le zapping incessant, on passe d'une polémique à l'autre, d'une proposition choc à un coup de com'. Pas besoin de vous raconter la publication des livres en vue des primaires, etc., etc. Ça, c'est pour la France. Et ensuite, ce système, on a vu qu'il a été adopté par des tas de pays en Afrique, et que le bilan de cette pratique d'élection présidentielle en Afrique n'est pas fameux. L'élection présidentielle y est au mieux toujours source de considérables tensions juridiques et politiques. Et ensuite, cette élection présidentielle, là aussi, polarise toute la vie politique sur l'élection du président, et ce qui est extrêmement réducteur de la vie politique et institutionnelle et appauvrissant pour le débat. Donc voilà, ça c'est pour les principales idées inadéquates, c'est-à-dire des idées vraies, partiellement, mais insuffisantes en tout cas pour définir la démocratie. Alors maintenant, je vais passer à des idées carrément fausses. Quatrièmement, la démocratie, tous les philosophes y sont favorables. On pense ça spontanément. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Socrate était favorable à la démocratie, mais après, comme il a été condamné à mort par la démocratie, Platon, son successeur, et tous les philosophes après lui ont été plus que réticents avec la démocratie, pour des raisons bien compréhensibles. Donc après Socrate, les philosophes ne sont pas tellement emballés par la démocratie. Platon était pour une monarchie dirigée d'une main de fer par des rois philosophes. Alors, beaucoup plus tard, Marx s'est prononcé pour la dictature du prolétariat. C'est un système beaucoup plus judicieux. Et aujourd'hui, les philosophes marxistes ont abandonné, à ma connaissance, l'idée de dictature du prolétariat, mais les philosophes marxistes que je lis tiennent la démocratie pour une mascarade, pour une imposture, et donc ils ne sont pas favorables à la démocratie, mais ils ne nous disent pas non plus exactement ce qu'ils veulent y substituer. Je pense à Alain Badiou, bon, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, les philosophes sont plus républicains que démocrates en général, avec une exception, Spinoza. Spinoza est le premier philosophe parmi les modernes qui défend la démocratie. Seulement voilà, Spinoza fonde sa défense de la démocratie sur l'idée que la raison est le moyen de la démocratie et son horizon, que si les hommes se conformaient à la raison, ils s'accorderaient nécessairement entre eux et vivraient en paix. C'est un postulat. Si les hommes vivaient selon la raison, ils s'accorderaient entre eux et vivraient en paix. Le problème, c'est que, me semble-t-il, les hommes ne vivent pas tous selon la raison ni en permanence. Donc il y a là un postulat qui est peut-être problématique.
Alors aujourd'hui, les philosophes se prononcent pour la démocratie, les philosophes qui ne sont plus marxistes, ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche antitotalitaire, avec des noms comme Hannah Arendt, Claude Lefort ou Castoriadis. Donc Claude Lefort, que je citerai tout à l'heure. Arendt, Claude Lefort, Castoriadis, ce qu'on appelle la gauche antitotalitaire, c'est-à-dire qui a rompu avec le marxisme, se prononce pour la démocratie. Mais avec cette nouveauté, c'est que la démocratie doit assumer ses imperfections, sa fragilité et sa faillibilité. Donc ça, ce sera la deuxième partie du cours où je vous dirai ce que nous disons aujourd'hui de la démocratie, de ses avantages et de ses inconvénients. Cinquième idée fausse, là je vais aller vite, Rousseau est le théoricien de la démocratie. Alors ce n'est pas exact. Rousseau se prononce pour le règne de la loi, qu'il définit comme l'acte de la volonté générale, qui n'est pas la volonté majoritaire, parce que la volonté générale chez Rousseau, ce n'est pas la volonté de la majorité. La volonté générale chez Rousseau, c'est un concept, le concept de volonté raisonnable qui veut l'intérêt de tous. En tout cas, ça n'est pas la volonté majoritaire. Bref, Rousseau est pour la République plutôt que pour la démocratie. Alors, il écrit ceci qui est suffisamment éloquent, ouvrez les guillemets. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Donc on a vu tout à l'heure que Rousseau dit que le peuple ne peut pas gouverner lui-même et que d'un autre côté, s'il nomme des représentants, alors il n'est plus souverain, il n'est plus libre, donc on est en pleine aporie. Ce qu'on appelle aporie, c'est qu'on ne voit pas comment la démocratie peut se réaliser effectivement. Chez Rousseau, Rousseau, lui, il se prononce pour une république avec un gouvernement aristocratique, en fait. Sixième et avant-dernière idée fausse, tous les Français plébiscitent la démocratie. Alors là, j'ai lu dernièrement, bon là, vous en penserez ce que vous voudrez, c'est vraiment sujet à discussion, que les Français étaient fatigués de la démocratie. À tout hasard, je vous cite un sondage qui a été fait dernièrement, ce qui vaut. Donc, c'est le site Atlantico qui a posé la question suivante, très orientée. Certains pensent que la France doit se réformer en profondeur pour éviter le déclin, mais qu'aucun homme politique élu au suffrage universel n'aura le courage de mener à bien ces réformes et que dans ce cadre, il faudrait que la direction du pays soit confiée à des experts non élus qui réaliseraient ces réformes nécessaires mais impopulaires. Et ils ont soumis cette question à un échantillon et 67% des gens ont répondu qu'ils étaient d'accord. D'accord, autrement dit, pour un gouvernement d'experts qui prendrait des décisions impopulaires. Bon. Alors, et enfin, voilà ma dernière idée fausse, c'est que la démocratie rend les gens heureux, qu'elle apporte le bien-être, qu'elle apporte la satisfaction. Donc, les enquêtes et les sondages montrent le contraire, c'est-à-dire que, notamment en France, les gens sont un des pays les plus déprimés de la planète. Mais surtout, la question a été posée à propos du nombre de jeunes qui veulent faire le djihad. Et donc, il y a un philosophe là, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Comment les gens ordinaires deviennent des fanatiques ». Des gens ordinaires, donc ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui peut toucher toutes sortes de gens, de classe moyenne, etc., etc. Alors pourquoi? Et donc un des éléments de réponse qu'il donne, Gérald Bronner, dans son livre, c'est que la démocratie est source de souffrance. Il y a une souffrance propre à la démocratie et cette souffrance, il l'explique par ce qu'il appelle la frustration relative. La frustration relative, c'est une notion qu'il emprunte à Tocqueville, qui dit que le propre de la démocratie, ça n'est vrai que pour la démocratie, c'est que la démocratie, elle vous promet beaucoup de choses et elle ne tient absolument pas ses promesses. Et notamment, elle vous dit, vous êtes tous égaux sur la ligne de départ. Si vous voulez, donc égalité des chances, vous le pouvez,
toutes les places sont ouvertes à tous. Vous pouvez devenir riche, vous pouvez accéder aux magistratures suprêmes. Enfin, elle promet des tas de choses, la démocratie, et elle ne tient absolument pas ses promesses. Donc les gens sont frappés et choqués par ce décalage donc, entre ce que la philosophie promet et la réalité. Donc ça, c'est expliqué par Tocqueville. Alors je conclus provisoirement. Provisoirement, donc la démocratie à ce stade nous apparaît comme un régime improbable. La question est, si la démocratie n'est pas la démocratie, que faut-il en conclure? De deux choses l'une. Est-ce qu'on va disqualifier la démocratie? Mais si on disqualifie la démocratie, vous allez me demander au profit de quoi, je suppose. Alors, je vois deux réponses possibles, soit au profit d'un gouvernement de sages. Gouvernement de sages, bon. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai vu un philosophe qui expliquait ça, qu'il fallait remplacer la démocratie par un gouvernement de sages. C'est très bien, mais ça va être difficile quand même à réaliser. Ou alors il faut opposer à la démocratie la République. Par exemple, actuellement, il y a un conflit entre l'Europe et l'État polonais qui, au nom de la démocratie, est en train de détruire l'État de droit en Pologne. Et donc, l'Union européenne, la Commission européenne leur a dit que ça suffisait comme ça et que la démocratie ne justifiait pas tout. Donc là, c'est une demande de contestation. C'est une contestation de la démocratie au nom de la République. Et à titre d'illustration, le journaliste Christophe Barbier dans Le Point a dit ceci il y a quelques jours. Bon, ne notez pas, hein, c'est juste pour mémoire. La démocratie est un outil pour faire fonctionner quelque chose qui est intangible, qui est la République. Quand la démocratie mène à l'extinction de la République, eh bien, il faut l'arrêter, arrêter la démocratie. C'est ce qu'on aurait dû faire avec Hitler en 1933. C'est ce qu'ont fait les Algériens quand les islamistes, par les urnes, ont été à deux doigts de prendre le pouvoir, et ils ont bien fait. Bon, ça, c'est des propos qui sont quand même très, très discutables. Ou alors, deuxième possibilité, on dit si la démocratie ne va pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez de démocratie. Et donc, la démocratie reste à faire. La démocratie actuelle est défaillante parce qu'elle n'est pas assez démocratique. Voilà, ce qui m'amène à mon second point, la démocratie à bout de souffle. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, deuxièmement, qu'est-ce qui ne va pas dans la démocratie? Qu'est-ce qui ne va pas dans la démocratie? Pourquoi est-ce que la démocratie est malade en ce moment? Alors, déjà, la question est, la crise est-elle structurelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est la démocratie en tant que telle qui va mal? Ou bien est-ce qu'elle est conjoncturelle, c'est-à-dire elle est liée à la crise économique, elle concerne spécialement la France. Alors, répondre les deux hein, successivement. Alors, pourquoi est-ce que la démocratie est en crise? Premièrement, cause générale, après je parlerai des causes propres à la France. Alors, les causes générales, elles sont bien connues. Alors, tout d'abord, il y a la question de la mondialisation économique. Alors pourquoi est-ce que ça a un impact terrible sur la démocratie? Eh bien parce qu'il y a des décisions extrêmement importantes en matière économique qui sont prises totalement en dehors non seulement de la consultation des citoyens, mais même en dehors des gouvernements, des différentes nations. Beaucoup de décisions, vous le savez bien, sont prises, pour ce qui concerne notamment la politique énergétique, sont prises en fonction de motifs qui échappent complètement au contrôle non seulement des citoyens dans la démocratie, mais même de leur gouvernement. D'où le discrédit du politique, privé de son pouvoir. On peut en donner comme exemple le président Obama, qui est incapable d'imposer sa volonté, par exemple sur le port des armes ou sur l'écologie. Donc ça, c'est vraiment la faiblesse des politiques aujourd'hui face au pouvoir économique qui est quelque chose de consternant. La journaliste canadienne Noémie Klein, je vais vous lire là, les deux petits textes, je vous donnerai juste une phrase après, hein. Très éclairant. Donc c'est dans son livre qui s'appelle « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ».
Donc sa thèse, comme la thèse de beaucoup de gens classés à gauche aujourd'hui, c'est que le capitalisme, c'est pas compatible avec la démocratie, voilà, tout simplement. Alors, je vous lis ce qu'elle écrit dans son livre, et je vous donnerai juste une petite phrase. Partout dans le monde, les intérêts de l'industrie pétrolière et du capital financier ont beaucoup plus de poids que la volonté des citoyens exprimée démocratiquement. Dans la société néolibérale mondiale, le profit prend le pas sur la vie. Et elle cite un journaliste du Guardian qui écrivait à l'occasion du 20e anniversaire du sommet de la Terre de Rio « Était-ce trop demander aux gouvernements du monde qui font des miracles quand il s'agit de mettre au point des bombardiers et des drones de combat, d'édifier des marchés mondiaux et des plans de sauvetage de centaines de milliards de dollars ? Donc, est-ce trop leur demander d'investir dans la protection de notre planète 1/10 de l'énergie et des ressources qu'ils consacrent à ces projets ? Malheureusement, il semble que oui. Nos dirigeants politiques ne s'efforcent même pas de nous garantir un avenir sûr, ce qui témoigne d'une crise de légitimité qui dépasse presque l'entendement. Donc, c'est Noémie Klein. Et son livre s'appelle « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ». Et donc, elle dit que la crise du climat actuelle a un lien direct avec la crise de la démocratie mondiale telle qu'elle l'analyse. La crise du climat et la crise mondiale de la démocratie, c'est une seule et même chose. Dit-elle. Pour les causes générales de la crise de la démocratie, deuxièmement, les inégalités. Bon, alors ça, tout le monde le sait, je rappelle quelques chiffres. Pour ce qui concerne les seuls pays de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, les ménages qui constituent les 10% des plus riches disposent d'un revenu moyen 9 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Donc les pays de l'OCDE sont censés être des démocraties. Alors juste pour information, il y a un classement des inégalités dans le monde. Les pays les plus égalitaires sont ceux du nord de l'Europe, à savoir la Norvège et le Danemark. Et les pays les plus inégalitaires dans l'OCDE sont le Mexique, la Turquie, les États-Unis, le Portugal et le Royaume-Uni. Alors, selon ce classement, la France fait partie des pays les plus égalitaires, juste derrière les pays du nord de l'Europe. Les pires étant le Mexique, la Turquie, les États-Unis, le Portugal et le Royaume-Uni. Bon. Notez aussi que depuis 2008, la crise a mis à rude épreuve nos modèles sociaux en affectant les personnes les plus démunies. Dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne, le chômage prend des proportions effrayantes et la pauvreté augmente dans les pays riches. Donc ça, c'était deuxièmement les inégalités. Donc les inégalités, vous voyez le contraste avec l'objectif affiché de l'égalité dans les démocraties. Troisièmement, aujourd'hui, il y a des structures supranationales. La plus fameuse est l'Europe. L'Europe, avec ce que l'on appelle les dénis de démocratie, c'est-à-dire les décisions que prend l'Europe à l'encontre de la volonté populaire. Le cas le plus fameux est celui de la Grèce dernièrement. Bon, je ne m'étends pas parce que je pense que on a entendu ça 1000 fois. Voici quand même ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la peine de noter, mais je cite. Merkel aux Grecs, elle vous sort le Grexit, elle vous dit ou vous cédez ou on vous tue. Il y a un axe Berlin-Bruxelles, c'est pourquoi je dis les pays de l'axe. C'est pourquoi je dis, pour la troisième fois, l'obstination des pays allemands est en train de détruire l'Europe. Bon, vous connaissez certainement les idées de Jean-Luc Mélenchon là-dessus, c'est-à-dire que l'Europe va à l'encontre de la démocratie puisqu'elle nie la souveraineté des peuples en imposant ses directives. Ensuite, toujours dans le domaine de ce qui se passe en Europe. L'Europe entière, vous le savez, est parcourue de délires nationalistes.
Et ceci est aussi extrêmement dangereux pour nos démocraties. Populisme ou mouvement d'extrême droite, carrément mouvement d'extrême droite comme en Pologne. Quatrièmement, dans les crises de la démocratie, les raisons de la crise de la démocratie. Donc là, j'ai trouvé une analyse d'un philosophe canadien qui s'appelle Alain Deneau. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « La médiocratie ». La médiocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le régime de la médiocrité. Voici pourquoi. Tout d'abord, parce qu'il dit que, alors première raison, la démocratie, c'est devenu le régime des experts. Donc je vous lis un passage de ce qu'il dit, la démocratie, le régime des experts. Je vous donnerai une petite phrase si vous voulez. L'expert est souvent médiocre, au sens où je l'ai défini. Il n'est pas incompétent, mais il formate sa pensée en fonction des intérêts de ceux qui l'emploient. Il fournit les données pratiques ou théoriques dont ont besoin ceux qui le rétribuent pour se légitimer. Pour le pouvoir, il est l'être moyen par lequel imposer son ordre. L'expert s'enferme ainsi dans les paramètres souhaités par telle entreprise, telle industrie, tel intérêt privé. Il ne citera pas Coca-Cola dans une étude sur l'obésité parce que la marque a financé l'étude, etc., etc. Cette situation conduit, selon lui, à ce qu'il appelle l'affadissement du discours politique. Alors, je vous lis aussi le passage. Sans surprise, ça c'est très vrai, je trouve, on le voit très bien en France. Sans surprise, c'est le milieu, le centre, le moyen qui domine la pensée politique. Les différences entre les discours des uns et des autres sont minimes. Les symboles, plus que les fondements, divergent dans une apparence de discorde. Les mesures équilibrées, juste milieu ou compromis sont érigées en notions fétiches. C'est l'ordre politique de l'extrême centre, dont la position correspond moins à un point sur l'axe gauche-droite qu'à la disparition de cet axe. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup en France, on le dit aussi au Canada, c'est que l'opposition gauche-droite n'est plus pertinente. Donc disparition de l'axe gauche-droite au profit d'une seule approche et d'une seule logique. Et alors il continue son réquisitoire contre la démocratie. Dans ce contexte médiocre règne la combine. Les gouvernants se font élire sur une ligne politique et en appliquent une autre une fois élus. Les électeurs profitent des municipales pour protester contre la politique nationale, votent Front National pour exprimer leur colère. Les médias favorisent ces dérapages en ne s'intéressant qu'aux stratégies des acteurs. Aucune vision d'avenir. Tout le jeu politique est à courte vue dans le bricolage permanent. Il parle du Canada, mais ça marche pas mal pour la France. Alors maintenant, j'aborde les causes plus spécifiques à la France, la crise de la démocratie en France. Depuis 2008 notamment, on constate l'impuissance de nos gouvernements, impuissance à lutter contre le chômage, promesses non tenues, politique à court terme en fonction des sondages, incessante volte-face, politique inconséquente. Évidemment, le cas de la déchéance de nationalité est emblématique. En plus, alors dans tout ce que l'on reproche au système français, il y a le problème du président élu au suffrage universel. Depuis qu'on est passé du septennat au quinquennat, après avoir élu notre président, celui-ci nous demande d'élire un Parlement qui lui est subordonné, donc l'équilibre des pouvoirs n'est plus assuré. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'on vit en fait dans un système de monarchie républicaine. Un système de monarchie républicaine avec les caractéristiques suivantes. Hyperpolarisation de la vie politique autour de l'élection présidentielle. Déception systématique à chaque nouveau mandat, promesses non tenues, principes non respectés,
comme Manuel Valls a dit, il ne faut quand même pas exagérer avec les grandes valeurs. Dernièrement, il a dit ça. Décrédibilisation de la parole des politiques. Scandales multiples. Absence de stature morale de nos derniers présidents. Alors, dernièrement, j'avais lu un livre qui s'appelait « La gauche est-elle morale ?» Et la réponse était non. Ça remonte à déjà il y a plusieurs années. Or, moi j'ai lu chez Machiavel qu'on ne demande pas aux princes d'être moraux, mais on leur demande de paraître moraux. Non pas de l'être, mais de le paraître. Or, les nôtres n'y parviennent pas, même pas y paraître. Ensuite, parmi les causes de la crise en France, ce n'est pas seulement en France, c'est le succès du complotisme sur les réseaux sociaux. Alors le complotisme, je suppose que vous connaissez. Nos élites corrompues sont des marionnettes à la solde des puissances de l'ombre. Nos élites corrompues sont des marionnettes à la solde des puissances de l'ombre, à savoir les États-Unis et Israël. On vous ment. Il ne faut pas croire les médias qui sont complètement inféodés au pouvoir. Tatati et tatata, vous savez tout ça. Ce qui rend totalement inopérant le débat public qui est censé être au cœur de la démocratie. Ensuite, toujours dans les causes, c'est mon dernier point. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans notre démocratie, c'est ce que l'on appelle la fusion des élites. La fusion des élites, là je vous lis un texte qui est très bien vraiment de Brice Couturier et je vous donnerai juste une petite phrase comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà ce que dit Brice Couturier, journaliste, sur la fusion des élites. Vous comprenez ce que ça veut dire, la fusion des élites? En fait, le fait qu'il y ait des élites dans un pays, ce n'est pas un problème. Il y aura toujours des élites, mais il faut qu'elles soient de divers ordres, qu'elles appartiennent à différentes sphères, qu'elles soient de différents registres, les élites intellectuelles, les élites artistiques, les élites politiques, les chefs d'entreprise, que sais-je. Mais la fusion des élites, ce n'est pas bien du tout parce que ça, c'est totalement contraire à la démocratie. Alors voici ce qu'il écrit. Il dit ça très bien. Notre problème est double. Nous avons hérité de la monarchie absolue une tradition autoritaire et centralisatrice. C'est l'État qui, à Paris, décide de tout. Lorsque le pays va bien, qu'il jouit d'une certaine prospérité et de la paix, cette autorité est tolérée parce que la société se sent protégée. Lorsque le chômage est effrayant et que plane le risque de la guerre civile, on ne le supporte plus. D'une part, chez nous, les élites sociales se sont fondues en une caste unifiée, à la manière de la nomenclatura des pays communistes. Ce sont les mêmes fonctionnaires interchangeables et formatés qui dirigent les partis politiques, les administrations publiques, les banques, les grandes formations universitaires. Ces fameux fonctionnaires issus de l'ENA ou de Sciences Po. Des dirigeants politiques coupés du peuple et conseillés par des experts, revoilà les experts, nous rejouent le despotisme éclairé. Cette utopie des intellectuels progressistes, depuis nos philosophes du XVIIIe siècle, qui, on l'oublie trop souvent, tenaient le peuple en suspicion, le jugeant victime de ses préjugés et de ses superstitions, insuffisamment ouvert aux idées modernes. Ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le monde actuel nécessite une nouvelle sorte d'élite dirigeante, souple, renouvelée, représentative de la société civile, en phase avec les inquiétudes légitimes du peuple et capable d'imaginer de nouveaux moyens de le protéger. La démocratie est discréditée pour des raisons objectives, partout dans le monde, et en particulier en France. Mais est-ce vraiment la démocratie qui est en cause? Est-ce vraiment la démocratie qui est en cause? C'est ce que l'on va voir et je vais aussi vous dire un mot de ceux qui proposent des pistes pour sauver la démocratie. Donc quelques pistes pour sauver la démocratie. Alors, il y en a qui sont assez décoiffantes et puis d'autres qui sont beaucoup plus réalistes. Alors, certaines sont très utopiques, comme vous allez le voir. Par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Michel Cornillon. Il a écrit un livre qui s'appelle « Capitalisme, la chute et ensuite ». Capitalisme, la chute et ensuite. Bonne question, hein?
Déjà, il faudrait savoir comment on fait pour liquider le capitalisme. Alors, je vous lis un passage et je vous dicterai une phrase. C'est amusant. Comment établir une démocratie véritable? Comment se délivrer du capitalisme? Si on est logique, puisque démocratie et capitalisme, ce n'est pas compatible, il faut se délivrer du capitalisme. Comment passer de la civilisation des prédateurs à la civilisation du partage? Dans l'espoir d'engager une réflexion de fond à partir d'idées venues spontanément au cours de mes réflexions, voici quelques pistes personnelles. Alors, il poursuit. Nous ne pourrons nous en tirer qu'en mettant à notre tête une assemblée de sages ayant de l'avenir de l'humanité une vision commune, autrement dit des gens ayant à cœur de faire passer tant au niveau intérieur qu'au niveau international le développement général avant celui de l'égoïsme et de la fortune de quelques-uns, ayant donc à cœur de s'atteler loin de la loi naturelle qui veut que le plus fort écrase le faible, il s'agit là de barbarie prédatrice et non de civilisation, s'atteler à la création d'une civilisation du partage, laquelle civilisation nous est offerte déjà par l'automatisation des processus de fabrication, par l'informatique et par l'Internet, nouveaux outils de l'humanité. Alors là, c'est un petit peu peut-être ambitieux comme objectif, alors moins ambitieux. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui proposent des tas de choses. La nouvelle démocratie, la relève politique est assurée, lit-on ici ou là. Alors, par exemple, j'ai lu dernièrement un appel pour une primaire de gauche, et c'est très bien, hein, bon, une primaire de gauche, mais alors je vais vous lire, c'est quand même assez rigolo. Organisons alors, au plan local, régional et national, sur Internet, 10 débats thématiques bien préparés. Financement de la transition, emploi, agriculture, logement, énergie, revenus garantis, démocratie, discrimination, qui débouchent chacun sur un texte programmatique et sur l'élection par les citoyens d'un alter-ministre chargé de sa mise en œuvre. Et pourquoi ne pas décider que le candidat à la présidentielle sera désigné début 2017 par un tirage au sort entre les 10 membres de cet alter-gouvernement, dont chacun aura préalablement été sélectionné par les citoyens sur la base de son expertise, de sa compétence et de son charisme. Ça paraît un petit peu farfelu, mais il y a beaucoup de propositions dans ce sens, c'est-à-dire de faire de la vraie démocratie au niveau local, de la démocratie participative, et puis, dans la mesure du possible, de tirer les gens au sort plutôt que de les élire sur leurs soi-disant compétences. Bon, pour être enfin plus sérieux et plus réaliste, en France, on pourrait s'inspirer des pays qui sont les plus démocratiques. Alors, sachez qu'il y a un indice de démocratie qui permet de classer les 160 nations du monde et que, donc, il y a ceux qui arrivent en tête. Alors, par exemple, celle qui arrive en tête, c'est la Norvège. Donc, on pourrait s'inspirer, par exemple, de ce qui se passe en Norvège ou encore en Suisse. Bon, par exemple, en Norvège, les députés sont élus pour 4 ans à la représentation proportionnelle. Il y a plusieurs cours suprêmes. Les textes de loi doivent passer par plusieurs lectures pour être approuvés, etc., etc. En ce qui concerne la France, ce qu'il faudrait faire de toute urgence, c'est limiter les mandats, en finir avec le cumul des mandats, déprofessionnaliser la politique, parce qu'en France, la politique est trop professionnalisée, ce qui fait que les gens sont obligés de s'accrocher à leur mandat puisqu'ils n'ont pas de travail de substitution. Et puis, alors là, c'est des choses qui sont vraiment mises en œuvre, ici ou là, des ateliers législatifs formés de citoyens tirés au sort qui prépareraient des lois. Ça, c'est des choses qui se sont faites par exemple en Irlande. Des ateliers législatifs formés de citoyens tirés au sort qui prépareraient les lois. La chose a été faite en Irlande à propos de la question du mariage homosexuel et finalement la mesure a été adoptée. Et puis enfin, toujours pour réanimer, pour relancer la démocratie, il est indispensable d'accentuer les autres dimensions de la démocratie, non pas politiques mais citoyennes.
c'est-à-dire il faudrait que les gens prennent en main leur sort à l'échelle locale. Ce qui se passe effectivement avec toutes sortes de nouvelles formes d'économie collaborative, économie de partage, etc., etc. Nouveaux modes de consommation. Et je conclus. Oui, j'aurais quand même vous parler. Oui, je voudrais vous parler de. Oui, donc ça c'est un écrivain belge qui s'appelle David van Reybrouck, philosophe belge. Alors il prône dans l'idée de ce qu'il faudrait faire pour améliorer la démocratie, il prône la démocratie délibérative. Et dans un article de Libération datant de juillet 2014, il prône le tirage au sort. Il prône le tirage au sort parce que, pour élire nos magistrats, nos représentants, parce qu'il dit que l'élection, le système de l'élection, ça n'est pas démocratique. Alors, je vous lis le passage. Je vous lis le passage où il dit ça. La France et les États-Unis, qui ont connu des révolutions, ont, selon vous, enfin ça c'est une question qu'on lui pose, toujours appliqué des démocraties dites aristocratiques avec les élections, pour viatique absolu. Donc ça c'est le journaliste qui l'interroge, qui lui pose cette question. Les démocraties électives sont aristocratiques. Alors il répond oui. En vérité, les élections n'ont jamais été conçues pour être une procédure démocratique. Au contraire, elles ont été inventées pour freiner l'installation de la démocratie. Ce que Bernard Manin, que j'ai cité tout à l'heure, a déjà écrit il y a 20 ans, est en passe de devenir un grand classique. Les révolutions françaises et américaines n'ont jamais voulu mettre un terme à l'aristocratie pour la démocratie. Il s'agissait alors de remplacer une aristocratie héréditaire par une autre aristocratie élective, celle-là. Au cours des 19e et 20e siècles, cette procédure aristocratique a été démocratisée par des élections, notamment en augmentant le droit de vote. Il est surprenant de voir que la France, qui compte le plus grand nombre d'intellectuels penseurs de la démocratie, Bernard Manin, Pierre Rosanvallon, etc., possède aussi le système politique le plus sclérosé de toute l'Europe occidentale. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour innover ? Les pays les plus avancés dans l'innovation démocratique en Europe sont souvent ceux dont les populations sont assez petites. Islande, Irlande, Danemark, Hollande, Belgique. Ce qui me semble normal. L'innovation démocratique passe toujours du local au national, voire au transnational. Les petits pays européens sont des laboratoires démocratiques très intéressants. Là, je vous donne l'exemple de l'Irlande. Par exemple, en Irlande, vient de s'achever la convention constitutionnelle où ont travaillé ensemble une année entière 66 citoyens tirés au sort avec 33 élus. Citoyens tirés au sort. Hein. Les résultats tout récents sont spectaculaires. Cette assemblée de 99 participants a révisé 8 articles de la Constitution irlandaise, notamment celui sur le mariage homosexuel. On a vu ce que la France a connu d'instabilité politique pendant plus d'1 an sur cette question. L'Irlande a eu une approche beaucoup plus juste, alors que ce sujet est nettement plus sensible là-bas, en invitant les citoyens à soumettre à la Convention des réflexions, des dossiers, des arguments. Ceux-ci ont lu, entendu, consulté des experts, des lobbies, des prêtres catholiques, des organisations homosexuelles. Et pour finir, cette assemblée constituante a voté à 79% en faveur du mariage homosexuel. Bon, et après, il fait la liste de toutes sortes d'expériences de ce type. Je vais terminer. Donc là, je conclus juste sur quelques pistes. Donc la démocratie va mal, mais la situation n'est pas non plus complètement perdue. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la démocratie, c'est plutôt la société qui traverse une mauvaise passe. Et moi, je terminerai cet exposé en vous disant pourquoi la démocratie, il n'y a rien de mieux, à mon sens, malgré tout ça. Alors, la démocratie, il n'y a pas mieux, néanmoins, à condition d'adopter une approche pragmatique et complexifiée de la démocratie. C'est pour ça qu'au début, j'ai écarté toutes les idées simplistes, inadéquates. Donc je termine par 3 remarques. Première remarque, la démocratie, ce ne sont pas seulement des institutions, ce ne sont pas seulement des formes politiques. La démocratie, c'est une conjonction de facteurs. La notion de souveraineté populaire ne suffit pas. Il faut ajouter
la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, etc. Donc il ne faut pas se contenter de la souveraineté populaire ou de la majorité ou de la règle de la majorité. Par exemple, la qualité de l'éducation est quelque chose de tout à fait décisif. Alors, il existe un tableau qui donne les indices de la démocratie sur Wikipédia. Ça s'appelle les indices de la démocratie sur Wikipédia. Et il y a 60 critères pour apprécier le degré de démocratie des pays. 60 critères regroupés en 5 catégories. Il y a le processus électoral, mais il y a aussi le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique. Voilà, 5 catégories. Après, les pays sont classés selon une échelle de 0 à 10. Le plus mauvais de tous les pays actuels, c'est la Corée du Nord. Et le meilleur est la Norvège, qui a une note de 9,93. La Corée du Nord, elle a une note de 0,86. Oui, 167 pays, la Corée du Nord est 167e. La France obtient la note de 8,04. Elle est en 24e position. Donc 60 critères de la démocratie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut complexifier l'approche de la démocratie. Deuxièmement, la démocratie, à mes yeux, c'est une philosophie. C'est une philosophie, telle est la thèse de Claude Lefort, qui dit « La démocratie, ce n'est pas seulement la souveraineté populaire, c'est beaucoup d'autres choses. » En fait, et alors là, il défend un paradoxe, il dit « La démocratie, c'est le pouvoir de personne. » En fait, le propre de la démocratie, c'est qu'en démocratie, le lieu de la souveraineté n'est pas destiné à être occupé. C'est ce caractère inappropriable du pouvoir démocratique qui définit la démocratie. Bon, je vous donne une phrase. À la différence du pouvoir royal, impérial ou monarchique, symbolisé par le trône et caractérisé par les occupations héréditaires, le pouvoir démocratique apparaît comme un lieu vide et ceux qui l'exercent comme de simples mortels qui ne l'occupent que temporairement. À la différence du pouvoir royal, impérial ou monarchique, symbolisé par le trône et caractérisé par des occupations héréditaires, le pouvoir démocratique apparaît comme un lieu vide. Cette formule est très célèbre. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir est un lieu vide. C'est-à-dire que les hommes politiques circulent dans ce lieu vide, mais qu'ils ne s'installent pas. Il apparaît comme un lieu vide et ceux qui l'exercent comme de simples mortels qui ne l'occupent que temporairement ou ne sauraient s'y installer que par la force ou par la ruse. Je continue la lecture. La révolution démocratique détruit les trônes et les divers systèmes d'accaparement du pouvoir. Il nous faut abandonner la conception du pouvoir comme propriété d'un démiurge, artisan créateur, sorte de Dieu sur terre, disposant d'une force naturelle. Bref, le pouvoir démocratique, alors je termine par cette phrase, le pouvoir démocratique se conjugue sur le mode de un pouvoir, c'est ce que j'avais écrit là, un pouvoir. Hein. C'est un pouvoir qui n'en est pas un. Paradoxe. Hein. En démocratie, le lieu du pouvoir est vide. Ça, c'est vraiment une idée clé à retenir. Et je termine par la thèse de Guy Sormand, donc un écrivain, qui dit que ce qui est bien dans la démocratie, c'est la médiocrité, justement. Sans entrer dans les méandres de la politique espagnole, il parlait de la crise que vit l'Espagne actuellement, je souhaite conclure sur ce qu'est la démocratie parce qu'on tend à en oublier les vertus quand on vit à l'intérieur. Alors je vous lis un passage et je vous dicterai une phrase. La démocratie, comme la liberté d'expression, est l'oxygène que l'on respire. On en découvre l'importance vitale que le jour
où l'on vous en prive, eh bien, la principale vertu de la démocratie est d'exister. Le seul fait que tous les partis en compétition acceptent d'en jouer le jeu et que l'on sait par avance que gagnants et perdants accepteront le résultat plutôt que de déclencher une guerre civile, cela en soi est un grand bonheur, mal apprécié, mais plus décisif encore que ne le seront les scores des uns et des autres, à quoi j'ajouterais la définition paradoxale et si juste du philosophe anglais Karl Popper de ce qu'est véritablement la démocratie. Karl Popper. Ouvrez les guillemets, la seule manière, là je vous le donnerai cette phrase, je vous la dicte, la seule manière de se débarrasser du président, du leader, du despote, du monarque à date fixe, arrêtée d'avance, sans effusion de sang. La démocratie, c'est la seule manière de se débarrasser du président, du leader, du despote, du monarque à date fixe, arrêtée d'avance, sans effusion de sang. Voilà, et il finit par rapport au problème de on ne sait pas qui va gouverner l'Espagne. Le futur président du gouvernement espagnol sera, dans 4 ans, son ancien président. Une invitation à la modestie pour les vainqueurs et à la patience pour les perdants. Donc, je vous ai dit que la démocratie, c'était le règne de la médiocrité. Et ce monsieur-là, il s'en plaignait, je ne sais plus qui, ce monsieur-là. Eh bien, moi je dis tant pis si c'est le règne de la médiocrité. C'est aussi un régime qui ne verse pas le sang, au moins à l'intérieur, parce que les guerres extérieures ne sont pas toujours évitables. Donc c'est un régime qui est fondamentalement non violent. Et je dirais que c'est un régime qui privilégie la raison et les intérêts au détriment des passions. Alors je dis bien la raison et les intérêts. Et je dis bien les intérêts parce que la raison nous permet de trouver ce qui s'apparente à un intérêt général. C'est la raison qui nous aide à trouver ce qui est de l'ordre de l'intérêt général. Et lorsqu'il n'y a pas d'intérêt général, c'est encore la raison qui nous aide à trouver des compromis entre les intérêts particuliers, donc en mettant de côté les passions. Voilà l'avantage de la démocratie. Et je conclus brièvement. La démocratie, c'est comme l'air qu'on respire et comme le climat. Elle est polluée, mais on ne peut néanmoins pas s'en passer. Alors bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Oui. Donc moi je voudrais poser une question. Donc c'est comment se fait-il que la majorité aujourd'hui, si on part du principe qu'elle a tort, a justement tort? Quels sont les facteurs? Je ne pars pas du principe que la majorité a tort. Si on part du principe, en tout cas, par exemple à propos de la déchéance de nationalité, personnellement je suis contre. Si on part du principe que la majorité a tort, donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse avoir tort comme ça dans une démocratie? On a accès à l'éducation, on est censé quand même être formé à la réflexion. Comment ça se fait alors qu'on puisse être comme ça dans le tort, si on part du principe qu'ils ont tort? Quels sont les facteurs qui expliquent qu'il y ait tant de gens qui se fourvoient, en tout cas si on part du principe qu'ils le sont? Donc comment ça se fait en fait? Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui? Ce que vous répondront ceux qui développent toutes sortes d'argumentations contre l'hypothèse de la déchéance de nationalité, ce qu'ils vous répondront, c'est que les gens réagissent trop en fonction de leurs sentiments, de leurs émotions, et que quand on ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants et ces histoires de c'est pas possible de rendre les gens apatrides, c'est pas possible de faire une différence entre les citoyens français, ceux qui sont binationaux, donc ils auront ils n'auront pas le même statut que ceux qui n'ont qu'une nationalité ou qui ont acquis la nationalité, je ne sais plus comment. C'est compliqué, c'est terriblement compliqué, et que les gens réagissent de façon tout à fait spontanée en disant quand on est terroriste, on n'a plus le droit à la nationalité française, c'est vraiment tout à fait compréhensible. C'est une réaction tout à fait naturelle, spontanée, et il faut vraiment réfléchir et être au courant de ces histoires de droit du sol, que c'est une spécificité française, que c'est une tradition française.
que quand on est français, on l'est définitivement, que on fait pas, voilà, si on vous punit en France, mais on vous impose pas une double peine, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas si vous avez lu tous les articles là-dessus. C'est assez compliqué, et je pense que la réaction de beaucoup de gens, la première réaction, c'est les terroristes, c'est normal qu'on leur laisse pas la nationalité française. Enfin, je veux dire, c'est une réaction tout à fait spontanée. Et il n'y a pas eu assez de temps de réflexion ou assez de débats peut-être là-dessus. C'est sûr que s'il y avait plein de débats, peut-être les Français finiraient par changer d'avis, de même qu'ils ont changé d'avis sur la peine de mort, de même qu'ils ont changé d'avis sur la légalisation de l'avortement, etc., etc. Ce qu'on vous dira dans ces cas-là, pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas eu assez de débats et que les gens n'ont pas lu assez d'articles et qu'ils réagissent de façon épidermique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Benjamin. J'ai 19 ans et je suis en terminale. Tout à l'heure, vous avez parlé du nationalisme, et vous aviez dit que c'était pas forcément une solution à la crise démocratique qu'on connaissait. Alors je voudrais simplement savoir si vous voyez la mondialisation comme une chance pour les démocraties. Non, pas pour la démocratie, c'est sûr. Je suis bien consciente du fait que la mondialisation, ça bouscule énormément la démocratie, ça la remet en cause. Mais jamais j'irai dire que je suis contre la mondialisation, parce que c'est un fait. Bon, non, moi je veux dire, c'est un fait, on peut pas, nul ne peut l'arrêter, l'empêcher, etc., etc. Donc le problème, c'est d'essayer de limiter les effets désastreux de la mondialisation. Mais jamais j'irai dire que je suis contre la mondialisation. Mais j'irai pas dire non plus, votre question, c'est est-ce que je dirais que c'est une chance ? Non, non plus. C'est à la fois... en quoi c'est une chance ? C'est un fait qui comporte des effets tout à fait désastreux et calamiteux, mais c'est un fait. Et quels seraient ces aspects désastreux ? Justement, c'est que les décisions sont prises par des entreprises multinationales et que nous passent complètement au-dessus de la tête. Donc c'est tout à fait antagoniste avec l'exigence de démocratie. Donc ça, c'est tout à fait désastreux. Et puis la concurrence libre et non faussée, on sait les effets que ça fait, surtout pour les pays riches, parce que nous nous trouvons en concurrence avec des pays qui nous vendent des produits qui sont réalisés avec des salaires très 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 faibles par rapport aux nôtres. Donc ce déferlement de produits réalisés avec des salaires bien moindres que nous, on est en concurrence, comme vous le savez, avec la Chine, avec l'Inde, etc. etc. Tout ça, c'est dur à vivre pour les pays les plus avancés. En revanche, c'est très bien pour les pays les plus pauvres, la mondialisation. Enfin, au moins par certains côtés. Donc je ne dirais pas que c'est une chance pour l'Inde, pour la Chine, pour l'Afrique aussi, dans une certaine mesure. Ça leur a permis, les chiffres le montrent, de sortir de la pauvreté. La pauvreté a beaucoup régressé dans les pays en voie de développement. Par contre, elle augmente dans les pays riches. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Keïssa, j'ai 18 ans et je suis en prépa. Oui. Et en fait, quand vous avez cité Tocqueville, vous avez dit qu'en fait, qu'il pense que la majorité n'est pas toute puissante, justement, et qu'au-dessus, il y a l'humanité, la raison, etc. Et au final, ça revient c'est-à-dire, qui pour lui jugerait justement du fait que les choix pris par la majorité ne seraient pas bons, et c'est-à-dire qui serait au-dessus de ça ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment la question. Et il ne va pas dire, Tocqueville ne va pas vous dire, il y a des gens qui sont plus compétents et mieux placés pour décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est au-dessus de la vie de la majorité. Il n'y a pas de réponse à ça, mais il finit sa phrase en disant les droits acquis aussi. Donc, c'est une affirmation qui est négative, c'est-à-dire il dit ce que décide la majorité n'est pas forcément ce qui est le plus juste, le plus moral, le plus exigible. Et alors après, il faut réfléchir à ce que sont les idéaux humanistes, les idéaux de tolérance, le respect des minorités. Et quelquefois, la majorité prend des décisions qui sont injustes, immorales. Voilà. Mais
non, on ne peut pas répondre à la question qui va en décider. Disons que c'est l'avenir qui en décidera avec le recul. On sait qu'on a eu raison d'abolir la peine de mort, qu'on a eu raison de libéraliser l'avortement, que les mesures en faveur de l'égalité des hommes et des femmes sont des bonnes mesures. On le sait avec le recul, mais je ne peux pas désigner des personnes qui sont mieux placées que d'autres pour dire ce qui est juste, ce qui est moral, ce qui est bien, contre l'avis de la majorité. Bon, c'est sûr que nulle part on peut dire, voilà, il y a une élite et c'est elle qui va décider ce qui est juste, ce qui est bon, etc. etc. C'est l'histoire qui nous apprend après coup que Badinter a eu raison, que Simone Veil a eu raison. On le sait après coup. Bonjour. Je m'appelle Étienne, j'ai 19 ans. J'avais une question à vous poser concernant le fait que cette année, l'émotion politique sur l'instant court, donc notamment des attentats, est servie à mettre en place des mesures sécuritaires très franches. Je voulais savoir si vous ne trouviez pas qu'il y avait un manque d'honnêteté, peut-être un peu d'opportunisme politique, dans le fait de profiter de jouer un peu de cette catharsis qui est les attentats, l'émotion très, très vive et qui permet au gouvernement de légitimer des mesures. Je pense notamment en fait, le Patriot Act avait été introduit à peu près dans les mêmes. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que c'est un décret qui est reconduit toutes les années et qui était censé être temporaire, tout comme l'état d'urgence. Et voilà, moi je m'interroge un peu sur cet opportunisme. Mais vous avez complètement raison, hein. Ce n'est pas la peine de vous interroger, vous avez complètement raison. C'est tout à fait évident que notre gouvernement exploite la peur, l'angoisse, etc. etc. Mais en même temps, je me dis que n'importe quel gouvernement aurait saisi cette opportunité, surtout un gouvernement qui a bien des difficultés par ailleurs, qui ne tient pas ses promesses économiques, etc. etc. Donc il se produit des attentats, ils font un état d'urgence, après ils ne peuvent plus l'arrêter l'état d'urgence, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a un autre attentat ? Et donc oui, ils exploitent les passions, là, pour le coup. Moi, je vous disais, le gouvernement de la démocratie, c'est un gouvernement de la raison, si l'on en croit Spinoza. Et là, les gouvernements, ils exploitent nos passions, et donc la peur, et ce n'est peut-être pas juste, mais voilà. Vous avez raison, vous avez 100% raison. Je m'appelle Marie, donc j'ai 18 ans, et c'est parce que justement vous étiez en train de te dire que dans la démocratie, c'était le gouvernement de la raison sur les passions. Et j'aimerais, parce que la démocratie, quand même, selon certains auteurs, comme notamment Platon dans La République, pour lui, la démocratie est le gouvernement des passions. Donc, oui, absolument. Absolument, mais entre Platon et Spinoza, il y a de la marge. Pour Platon, Platon est un adversaire de la démocratie, et ce qu'il condamne, c'est la démocratie directe, qui était vraiment un type de gouvernement dans lequel effectivement le peuple prend des décisions au jour le jour, et notamment la justice, et rend la justice à main levée, une justice expéditive. Alors ça, c'est vraiment le gouvernement des passions, et puis les sophistes avaient un rôle considérable, et ils flattaient les passions du peuple. Démagogie, passion, etc., etc. Ça, c'est la démocratie sous son pire visage que condamne Platon. En revanche, ce que dit Spinoza, c'est la démocratie idéale qu'il imagine Spinoza, et il dit si les hommes étaient gouvernés par la raison, et à supposer que les hommes puissent être gouvernés par la raison, ce que suppose Spinoza, puisqu'il considère que la raison, c'est ce qui nous définit, et que si on était gouverné par la raison, on vivrait en paix et en harmonie. Alors dans ce cas, la démocratie est évidemment le régime le plus approprié. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction. Il y a Platon qui a vécu une démocratie qui a très très mal tourné. Et puis d'autre part, il y a Spinoza qui appelle de ses voeux une démocratie fondée sur la raison, fondée sur l'hypothèse que tous les hommes sont doués de raison et sont capables de concilier leurs intérêts à condition qu'ils soient raisonnables et qu'ils mettent leur passion entre parenthèses. Il n'y a pas vraiment de contradiction entre les deux. Si ? Non, mais c'était parce que vous parliez par rapport à aujourd'hui. Un peu plus fort. Alors aujourd'hui, oui. Vous concluez sur le fait que la raison, du coup, gouverne les passions, et que la démocratie, justement, est le gouvernement de la passion, de la raison. Il devrait l'être. 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 Il devrait l'être.
Voilà, donc c'était... ok. Non, parce que quand j'ai parlé de Spinoza, j'ai dit que Spinoza était le philosophe qui défendait la démocratie, mais il le faisait en partant d'un postulat que les hommes devraient être gouvernés par la raison. A priori, c'est possible, puisque c'est ce qui nous définit la raison. Mais j'ai aussitôt ajouté que ça n'était pas le cas. Et voilà... Je ne crois pas vraiment qu'un jour, les hommes seront gouvernés exclusivement par la raison. Le philosophe Pascal dit qu'il y a deux excès, c'est n'admettre que la raison ou oublier la raison. Je crois que les hommes sont gouvernés partiellement par la raison, partiellement par les passions, et je vois mal une humanité ou une société où les hommes seraient gouvernés exclusivement par la raison. Mais quand on parle de la démocratie et qu'on prône la démocratie, on part du principe que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée et que tous les hommes pourraient être gouvernés par la raison, auquel cas ils chercheraient des compromis entre leurs intérêts contradictoires, au lieu de se détester et de s'entretuer, ce qui arrive quand ils sont gouvernés par les passions. Et je vous signale un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle La revanche des passions de Pierre Asner et qui dit qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde est largement gouverné par les passions, enfin en tout cas pour ce qui concerne la politique internationale. Et on voit pas vraiment, on constate pas vraiment que les hommes sont gouvernés par les intérêts et encore moins par la raison. Je voulais revenir sur le titre de la conférence, donc la démocratie en chantier. Donc en chantier, ça veut dire qu'en France, notamment, elle est devenue inadéquate, donc on va devoir la modifier. Et donc je voulais savoir si vous pensez que dans le prochain mandat ou dans celui d'après, par exemple, tant le peuple que les hommes politiques qui seront au pouvoir vont avoir le courage de passer à une 6e République. Parce que je pense que ça serait peut-être ça qui... Alors, la 6e République, ça va être difficile parce que pour changer de République, il faut que le gouvernement décide de convoquer le Parlement, le Sénat, il faut, ou alors faire un référendum, etc., etc. Or, quel est le gouvernement qui, une fois un président de la République nommé, pourquoi voulez-vous qu'il fasse ça? C'est-à-dire qu'il change ce régime qui est très en faveur justement du président. Donc ça me paraît très improbable. Très improbable, mais bon. Mais peut-être pour marquer l'histoire, par exemple. Parce que après, le président qui fera ça laissera une grande trace dans l'histoire. Et oui, mais je comprends très bien l'idée que, puisque vous avez vu comme j'ai été sévère avec le régime présidentiel, hein, les inconvénients majeurs qu'il a, surtout depuis que c'est le quinquennat. Quand c'était le septennat, c'était différent parce qu'il y avait un équilibre des pouvoirs. Cet équilibre des pouvoirs a été rompu. Mais même si je suis sévère, comme tous les auteurs que j'ai lus, sur les inconvénients de ce régime hyper présidentiel qui est le nôtre, ça tourne à la folie maintenant avec les primaires. Maintenant, ça veut dire qu'on passe sa vie à élire le prochain président et à ne se préoccuper que de ça. Alors oui, c'est pas bien, mais je suis sceptique sur le fait qu'on va avoir un prochain chef d'État qui décide de passer à la 6e République, à moins que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais ça m'étonnerait quand même, je ne le vois pas, là je ne le sens pas. Non, mais je me souviens par exemple en 2007, Ségolène Royal avait déjà pour projet de passer une 6e République, donc même un parti qui est plus démocratique, enfin plus mais central. Qui parle de ça aujourd'hui, à part la gauche ça. de la gauche, qui recueille petit nombre de suffrages. Et donc il faut d'abord que le président de la République élu le souhaite et le veuille et l'annonce dans son programme. Et je crois pas, j'ai pas l'impression que les Français, alors toujours pareil, les sondages, je crois pas que ce soit une préoccupation des Français de passer à la 6e République. Et donc ça m'étonnerait que le prochain chef d'État potentiel place ça dans son programme politique, parce que je ne crois pas. Et puis c'est vrai qu'on vit dans une crise, toutes sortes de crises, donc si en plus de ça on annonce quelque chose qui va vraiment bouleverser notre constitution et nos traditions, nos équilibres, etc., il ne me semble pas que les Français aient envie de ça, donc ça me paraît improbable. Je suis tout à fait d'accord pour critiquer notre régime présidentiel outrancier, surtout depuis qu'il y a le quinquennat, mais je ne crois pas, ça c'est une autre question, je ne crois pas qu'on va avoir un chef d'État qui va nous proposer de passer à la 6e République. Peut-être c'est dommage. En revanche, moi je crois plus à la montée de toutes sortes de démocraties participatives, assemblées citoyennes, comme on l'a vu, avec des gens qui réfléchissent en amont sur des projets de loi, qui proposent des projets de loi, enfin comme on a vu le modèle de l'Irlande. Ça me paraît plus plausible. Passage à la 6e République, j'y crois pas trop, je sais pas, mais j'en sais rien. Bonjour, je m'appelle Clarisse, je suis en prépa. Bonjour.
Et vous avez parlé qu'il fallait, pour la démocratie, il faudrait gouverner par la raison et par intérêt. Et qu'est-ce que vous entendez par intérêt comme... Ce que tout le monde entend. Moi, il me semble que si les gens raisonnaient en termes d'intérêt et réfléchissaient en termes d'intérêt, ils chercheraient toujours des compromis, des conciliations et qu'ils écarteraient la violence. Donc par intérêt général. Alors, pas seulement soit l'intérêt général, à supposer que l'intérêt général ça existe, c'est-à-dire qu'il y ait des dispositions qui fassent une quasi-unanimité, donc l'intérêt général, oui, très bien. Mais dans le cas où il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas d'intérêt commun, il me semble que si les gens réfléchissent en termes d'intérêt et non pas de passion, ils trouvent des solutions qui sont supportables pour tout le monde. La laïcité, par exemple. La laïcité, il me semble que c'est l'intérêt de tous, même alors qu'on a des convictions totalement opposées. Vous voyez, c'est le type même d'un système, la laïcité, qui me semble correspondre à la raison, au sens où la raison se préoccupe des intérêts de chacun. C'est une conciliation d'intérêts contradictoires. Donc, pour moi, la notion d'intérêt n'est pas une notion péjorative. À condition que chacun prenne en considération les intérêts des autres et accepte de trouver des formules qui soient compatibles avec les intérêts des autres. Oui, parce que donc intérêt et raison, pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. La raison nous conduit à essayer de trouver des formules qui permettent de coexister pacifiquement avec des gens qui ont des intérêts différents. Par exemple, à Paris, d'essayer de concilier le point de vue des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Chacun a des intérêts différents, mais il faut trouver les formules qui permettent de vivre ensemble, bien qu'on ait des intérêts différents. Donc, il faut oublier la notion d'intérêt personnel quand ils gouvernent. Pour gouverner, pas faire en fonction de notre intérêt personnel, mais en fonction de prendre en considération les intérêts des autres. Alors, bien entendu, donc ça c'est la thèse de Rousseau, c'est que quand on vote, à plus forte raison bien entendu quand on est un élu, on doit se prononcer en fonction de l'intérêt général, ce qu'il appelle la volonté générale, c'est-à-dire le souci du bien commun, bien évidemment. Mais à partir du moment où il n'y a pas forcément d'intérêt commun ou de bien commun, par exemple, est-ce qu'il faut limiter drastiquement la circulation des automobiles à Paris? Eh bien, il faut que chacun écoute, suivre ses propres intérêts en prenant en compte les intérêts des autres. C'est l'art de la politique. Parce qu'il n'y a pas toujours un intérêt commun. Il peut y avoir des intérêts contradictoires. Il y a des gens qui veulent absolument circuler en voiture et d'autres qui veulent, si possible, qu'il n'y ait plus du tout de voiture à Paris. Et puis, il faut trouver des solutions intermédiaires qui prennent en considération les intérêts des uns et des autres, étant donné qu'ils sont souvent en contradictoire et qui semblent s'exclure les uns les autres. Mais ça, c'est l'art de la politique, me semble-t-il. J'avais une question plutôt sur l'éducation. Oui. Donc vous disiez qu'elle était essentielle dans une démocratie. Mais est-ce que vous pensez que l'école aujourd'hui, elle transmet encore les valeurs démocratiques avec toutes les réformes successives et assez aléatoires que le gouvernement nous impose? Est-ce qu'on peut encore parler vraiment d'une école vraiment efficace? Vous donnez la réponse en même temps que la question. C'est clair que non, hein. C'est clair qu'il y a une crise grave de l'école en France, donc une crise grave de la démocratie. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important l'éducation pour la démocratie? Eh bien parce que justement ça doit aider chacun d'entre nous à devenir autonome et quand il devient adulte, voter en fonction de considérations raisonnables et rationnelles et non pas de ses passions, ne pas être aveugle, ne pas croire les théories du complot, ne pas être retenté par le djihad, etc., etc. Et vous le savez très bien, on a une certaine faillite de notre école en France à ce sujet, puisqu'il y a des gens qui rejettent l'école, les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, et qui trouvent que la démocratie c'est pourri. Moi, je n'arrête pas d'entendre ça. On ne vit pas en démocratie. Qu'est-ce que vous nous racontez? Démocratie, démocratie. On ne vit pas en démocratie. On vit donc dans un régime dirigé par des élites qui monopolisent tous les pouvoirs, les richesses, etc., qui ne tiennent pas leurs promesses, etc., etc. On ne vit pas en démocratie, nous dit-on. Donc, du coup, comment voulez-vous que les gens adhèrent à ces soi-disant valeurs de la démocratie qu'on est censé leur inculquer
à l'école. Donc on a largement un échec de notre école aujourd'hui en France. Oui, c'est malheureux, mais on dégringole dans les classements. En revanche, les pays qui sont les plus démocratiques, comme la Norvège, la Finlande, sont aussi ceux qui ont le meilleur classement sur le plan de l'école et de la réussite scolaire. C'est très très lié. C'est très très lié parce que le but de l'école, comme le but de l'éducation en général, c'est de nous conduire à l'autonomie, à l'aptitude à penser par soi-même et à ne pas aller chercher l'information sur Internet, dans les réseaux sociaux qui adeptent des théories du complot, vous voyez ? Et selon vous, donc, les gens qui pensent que nous ne sommes pas en démocratie ont tort ? Oui, c'est un peu le sens de toute ma conférence, si vous voulez. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est que les gens disent la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Le peuple qui décide pour lui-même. Or, aujourd'hui, le peuple ne décide pas pour lui-même. Donc la démocratie n'est pas ce qu'elle prétend être, donc on ne vit pas en démocratie. Voilà ce qu'on entend de toutes parts. On ne vit pas en démocratie. La démocratie, c'est une imposture. Bon, c'est une mascarade, puisqu'en fait, c'est les gens de Bruxelles, l'Axe, là, comme il dit Jean-Luc Mélenchon, qui décident pour nous. C'est la mondialisation, c'est les grandes entreprises, etc., etc. Donc, moyennant quoi 50% de gens s'abstiennent aux élections. Donc, on ne vit pas en démocratie. Et moi, tout le sens de mon exposé, c'était de vous dire, si, on vit en démocratie. La démocratie, elle mérite d'exister. Voilà, elle existe, avec ses imperfections, mais elle existe. C'est ce que je soutiens. Mais elle est très, très fragile, très contestable, très discutable, fausse, mensongère, trompeuse, décevante, parce qu'elle n'assure pas l'égalité qu'elle promet, etc., etc. Mais quand même, c'est quand même la démocratie, de mon point de vue. Et moi, je n'aime pas ce discours qu'on ne vit pas en démocratie. Alors, si on ne vit pas en démocratie, d'abord, on vit en quoi? Alors, une oligarchie, tatati, tatata. Ok, alors on ne vit pas en démocratie, mais alors où est-ce qu'il y a des régimes meilleurs que le nôtre? Bon, c'est le pire de régime, c'est le pire des régimes, la démocratie, mais enfin, bon, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux, de moins mal, donc de mieux. Voilà. On peut finir là-dessus, peut-être.